J'ai vidé mes économies pour acheter une station-service délabrée abandonnée depuis les années 1980. Le jour où j'ai signé le contrat, mes parents m'ont traité de stupide. Mon frère Harry, tu es un échec sans espoir. Mais une semaine plus tard seulement, ce que j'ai découvert dans la réserve derrière le dépanneur les a tous laissés sans voix. Je m'appelle Benoît Lefebvre, j'ai 32 ans et je vis à Marseille, la ville des lumières, des rêves ardents et des échecs amers. Je suis l'aîné d'une famille aisée où le nom Lefebvre est synonyme de succès, d'hôtels somptueux et de casinos éblouissants qui brillent toute la nuit. Mais si vous demandez à n'importe qui dans ma famille, ils vous diront que je suis l'échec, le mouton noir de la lignée, le fils aîné qui n'a jamais répondu aux attentes, et croyez-moi, j'ai entendu ces mots suffisamment de fois pour qu'ils soient gravés dans mon esprit comme une cicatrice qui ne guérit jamais. Je suis né dans un immense manoir à la périphérie de Marseille, où chaque coin de la maison exsudait l'opulence. Mon père, Laurent Lefebvre, est un homme dur, au regard perçant et à la voix qui pourrait faire trembler n'importe qui. Il est le président de Lefebvre et Compagnie, un empire commercial qui possède une chaîne d'hôtels et de casinos s'étendant à travers. Ma mère, Isabelle Lefebvre, est une femme raffinée, toujours vêtue de robes coûteuses et arborant un sourire parfait, mais au fond de ses yeux, j'ai toujours ressenti une déception chaque fois qu'elle me regarde. Il y a ensuite Sébastien et Camille, mes jeunes frères et sœurs, les joyaux de la famille, toujours chéris et en qui nos parents ont confiance. Sébastien, 28 ans, est un avocat talentueux, au sourire confiant et à l'esprit vif dans chacun de ses mots. Camille, 26 ans, est une designer d'intérieur renommée, avec des contrats majeurs dans des hôtels 5 étoiles. Et moi, Benoît, celui qui est diplômé d'une prestigieuse école de commerce mais qui n'a jamais rien accompli de valable. Dès mon plus jeune âge, j'ai ressenti le poids des attentes peser sur moi. En tant qu'aîné, on attendait de moi que je reprenne l'empire de mon père, que je devienne une meilleure version de lui. Lors de dîners de famille tendus, mon père me disait souvent, « Benoît, tu es l'avenir de la famille Lefebvre, ne me déçois pas. » Mais chaque fois que j'entendais ces mots, je sentais mon cœur se serrer. Je ne voulais pas être seulement une ombre de mon père, je voulais créer quelque chose de mon propre chef, une marque unique, quelque chose dont les gens se souviendraient en entendant le nom de Benoît Lefebvre, pas seulement le fils de Laurent Lefebvre. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. À l'université, j'étais un étudiant exceptionnel, toujours en tête de classe. Je rêvais de construire ma propre entreprise, indépendante du nom Lefebvre. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis lancé dans des projets de start-up avec toute la passion de la jeunesse. D'abord, il y a eu un petit café au centre-ville de Marseille, avec l'idée de combiner un espace artistique et de la musique live. J'ai passé des mois à concevoir le menu, à choisir les meubles, j'ai même peint moi-même les murs, mais le café n'a duré que 6 mois avant de fermer faute de clients. Ensuite, j'ai tenté ma chance avec une application technologique, une plateforme pour connecter les artistes de rue avec les touristes. J'y ai investi des milliers d'euros, pour réaliser que le marché n'était pas encore prêt pour mon idée. Ensuite, ce fut une boutique de mode haut de gamme où j'espérais donner vie à des créations uniques, mais une fois de plus, j'ai échoué. Les clients n'ont pas afflué et j'ai perdu presque toutes mes économies. Avec chaque échec, j'ai fait face aux moqueries de ma famille. Mon père ne le disait jamais ouvertement, mais ses yeux froids et déçus, disaient tout. Ma mère était plus douce, mais ses paroles comme « Benoît, pourquoi n'essaies-tu pas de travailler pour l'entreprise de ton père, ce serait plus facile » me faisaient me sentir comme un enfant incapable de se tenir debout. Sébastien et Camille me traitaient encore plus mal lors des réunions de famille. Sébastien se moquait, « Benoît, quelle est la prochaine grande idée que tu vas lancer, une boulangerie peut-être ?» Camille riait et ajoutait, « Ou une société de production cinématographique, oh, je parie qu'elle fera faillite dans 3 mois. » Il disait ces choses comme si c'était juste des blagues, mais je savais qu'au fond, il croyait vraiment que j'étais un échec. Je ne les blâme pas entièrement, je comprends pourquoi ils pensent ainsi. Pendant que Sébastien et Camille réussissaient toujours, Sébastien avec ses procès très médiatisés, Camille avec ses créations louées par la presse, j'étais juste le grand frère maladroit, toujours en train d'échouer dans ses grands rêves. Mais cela ne signifie pas que leurs mots ne blessaient pas. Chaque pic, chaque regard méprisant était comme un couteau qui entrait plus profondément dans mon estime de soi. Certaines nuits, je m'allongeais dans mon petit appartement loué à la périphérie, fixant le plafond, me demandant si j'étais vraiment aussi inutile qu'il le disait. Suis-je né juste pour être une toile de fond pour le succès des autres? Mais au fond, je crois toujours que je peux faire quelque chose de significatif. Je ne veux pas être juste un employé dans l'entreprise de mon père, vivant dans son ombre. Je veux me tenir sur mes propres pieds,
prouver que je ne suis pas l'échec qu'ils pensent que je suis. Je veux qu'ils me regardent et admettent qu'ils avaient tort. Peut-être est-ce de l'arrogance, peut-être de l'obstination, mais c'est la seule flamme qui me fait avancer, même quand tout semble s'effondrer. Mon appartement est un endroit modeste, loin de l'exubérance du manoir familial. Il a une petite chambre, une cuisine exiguë et un vieux canapé d'occasion que j'ai acheté dans une friperie, mais c'est là où je me sens libre, où je peux être moi-même sans être comparé à Sébastien ou Camille. Je m'assois souvent près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes de Marseille, rêvant du jour où je créerai quelque chose qui fera tourner cette ville. Mais chaque fois que je commence un nouveau projet, la peur de l'échec me ronge, murmurant à mon oreille, « Tu vas encore échouer, Benoît, tu n'es pas assez bon. » J'ai pensé à abandonner, j'ai vraiment pensé à abandonner. Une fois, après l'échec de mon application technologique, je me suis assis dans mon petit bureau, regardant les chiffres de perte en rouge sur l'écran de mon ordinateur, pensant que peut-être mes parents avaient raison, que je devrais abandonner mes rêves, accepter un emploi dans l'entreprise de mon père et vivre une vie sûre et prévisible. Mais chaque fois que cette pensée me traversait l'esprit, une partie de moi criait en protestation. Je ne veux pas vivre une vie en laquelle je ne crois pas. Je veux m'élever par moi-même, peu importe la difficulté du chemin. Ma famille n'a pas toujours été froide. Il y a eu des moments, quand j'étais plus jeune, où j'ai ressenti leur amour. Je me souviens de soirées où mon père m'emmenait voir des matchs de football, juste tous les deux, et il me parlait des débuts de la construction de Lefebvre et compagnie à partir de rien. Ma mère avait l'habitude de s'asseoir avec moi, de me lire des contes de fées, me disant que je pouvais être tout ce que je voulais. Mais en grandissant et avec l'accumulation des échecs, cette chaleur s'est estompée, remplacée par des attentes lourdes et des critiques acerbes. Marseille, avec tout son glamour, est un endroit étrange où grandir. Cette ville regorge de personnes qui courent après des rêves, mais elle regorge aussi de rêves brisés. J'ai vu des gens venir ici dans l'espoir de changer leur vie, pour repartir les mains vides. Je ne veux pas être l'un d'eux, mais avec chaque échec, je sens que je me rapproche de ce destin. Puis, un jour fatidique, un appel de Julien a tout changé. Julien était un ami que j'ai rencontré après l'université. Nous n'étions pas particulièrement proches, nous nous rencontrions surtout pour discuter d'affaires. Julien a appelé un soir, alors que j'étais assis sur mon canapé usé, regardant une facture d'électricité impayée. Sa voix au téléphone était pleine d'excitation, comme s'il venait de trouver de l'or. « Benoît, j'ai quelque chose pour toi, dit-il, ces mots rapides et urgents, une vraie opportunité, tu veux l'entendre ?» J'ai soupiré, répondant paresseusement, « Julien, si c'est une autre idée folle comme ouvrir un stand de crêpes mobile, je suis out. » J'étais trop familier avec les rêves fous de Julien, qui se terminaient généralement par lui qui empochait une grosse commission pendant que je perdais de l'argent. « Non, non, c'est différent, rit Julien bruyamment. Je parle de immobilier. Une vieille station-service à la périphérie, près de l'autoroute A7. C'est donné, seulement 20 000 €, tu peux le croire? C'est une vraie aubaine. » Je me suis redressé, pas vraiment excité, mais curieux. Une station-service au milieu de nulle part? Julien, qui achète une station-service abandonnée dans un endroit où même les sangliers ne s'aventurent pas? C'est justement ça, Benoît, dit Julien, sa voix aussi lisse que celle d'un vendeur chevronné. La région prévoit de construire une nouvelle autoroute juste à travers cette zone, et j'ai eu un tuyau d'une source interne. Un grand conglomérat immobilier lorgne cet endroit. Il prévoit de construire un complexe hôtelier, peut-être même un centre commercial. Cette station-service sera juste au milieu de tout. Tu l'achètes maintenant, tu la rénoves un peu, et tu la revends pour 10 fois le prix, ou tu la gères toi-même et tu en fais une mine d'or. Je suis resté silencieux un moment, essayant de traiter l'information. Julien avait toujours une façon de faire paraître tout comme une opportunité unique dans une vie, mais je savais qu'il n'était pas entièrement digne de confiance. Julien était un courtier, mais pas le genre de courtier honnête avec qui vous voudriez travailler. Il était grand, avec des cheveux gominés, un sourire éclatant et portait toujours des costumes bon marché, taillés pour paraître plus cher qu'il ne l'était. « Julien, je n'ai pas 20 000 €, dis-je, la voilasse. Mon compte est dans le rouge et je dois encore le loyer de ce mois-ci. » Alors emprunte-le, rétorqua Julien, comme si c'était une évidence. « Benoît, tu es un Lefebvre. Ta famille a de l'argent. Demande à tes parents ou à tes frères et sœurs. C'est ta chance de prouver que tu n'es pas, tu sais ce qu'ils disent de toi. » J'ai senti le sang affluer à mon visage. Julien savait tout sur les moqueries de ma famille, et il n'hésitait pas à les utiliser pour me pousser à bout.
Ne mélange pas ma famille là-dedans, ai-je répliqué sèchement. Je ne leur demande pas d'argent, tu sais ce qu'ils pensent de moi. D'accord, apaisa Julien, mais je pouvais imaginer le sourire narquois sur son visage. Mais écoute, Benoît, je fais ça pour toi. Je pourrais vendre cette station-service à n'importe qui, mais je veux que tu aies cette opportunité. 20 000 €, c'est une bonne affaire. J'ai négocié avec le propriétaire pour la baisser à ce prix. Ils veulent vendre rapidement et je la réserve pour toi, mais tu dois décider vite, sinon ils la vendront à quelqu'un d'autre. J'ai fermé les yeux, essayant de réfléchir. Une station-service abandonnée au milieu de nulle part semblait une idée folle, mais le discours de Julien sur l'autoroute et les projets immobiliers m'a fait hésiter. J'avais échoué tant de fois, et l'idée d'une chance de changer ma vie, de prouver que je n'étais pas un échec, a fait battre mon cœur à tout rompre. Mais 20 000 €, c'était une fortune pour moi à l'époque. Laisse-moi y réfléchir, dis-je. Pas le temps, Benoît, répondit Julien, sa voix devenant plus urgente. Je suis sérieux, il y a quelqu'un d'autre qui se renseigne. Je te privilégie uniquement parce que nous sommes amis. Tu as 48 heures. Rappelle-moi juste quand tu auras décidé, d'accord? L'appel s'est terminé, et je suis resté là, fixant mon téléphone. Une partie de moi voulait rappeler immédiatement et dire non, mais une autre partie, celle désespérée de faire ses preuves, ne pouvait s'empêcher de penser à la possibilité. Une station-service, une opportunité, une chance de me tenir droit devant ma famille et de dire « j'ai réussi ». Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je faisais les 100 pas dans mon appartement, mon esprit tourbillonnant de chiffres et de possibilités. Je n'avais pas 20 000 €, mais je pouvais les emprunter. J'avais quelques amis fortunés qui pouvaient me prêter l'argent d'un claquement de doigts. Mais ce qui m'hésitait le plus, ce n'était pas l'argent, c'était Julien. Je savais que c'était un beau parleur et qu'il était difficile de faire entièrement confiance à ses mots. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller voir la station-service. Julien m'a rencontré dans un petit café avant de m'emmener sur le site. Quand je suis entré, il était déjà là, vêtu d'un costume gris, sirotant un café et parcourant son téléphone. « Benoît, tu es là » sourit-il en se levant pour me taper sur l'épaule. Je savais que tu n'allais pas laisser passer ça. Sur le chemin de la station-service, Julien n'arrêtait pas de parler. Il parlait de l'autoroute, des investisseurs qui versaient de l'argent dans la région, de la façon dont cette station-service serait un diamant brut que je pourrais transformer en or. Mais quand nous sommes arrivés, mon cœur s'est effondré. La station-service se trouvait sur une route poussiéreuse, loin du centre-ville de Marseille. Elle ressemblait à une ruine. Les pompes étaient rouillées, les fenêtres du dépanneur étaient brisées et le toit semblait pouvoir s'effondrer au moindre coup de vent fort. Des mauvaises herbes poussaient sauvagement autour, et une vieille enseigne portant l'inscription Étoile du désert pendait précairement, ses lettres presque effacées. Ce n'était pas un diamant brut, c'était un tas de ferraille. « Julien, tu te moques de moi » me tournai-je vers lui, essayant de garder ma voix calme. « Ça vaut 20 000 €? Julien rit, mais j'ai remarqué que ses yeux déviaient. « Benoît, il faut voir la situation dans son ensemble. Tu ne vois pas le potentiel? Quand l'autoroute ouvrira, cet endroit sera le centre de tout. Il suffit d'investir un peu pour le réparer, et tu auras une mine d'or. » Julien, sois honnête, insistai-je. Es-tu sûr que c'est une aubaine ou essaies-tu juste de faire une commission? Il s'est tenu la poitrine, feignant l'offense. Benoît, tu penses que je suis ce genre de type? Je suis ton ami. Je fais ça pour toi. 20 000 €, c'est le prix que j'ai négocié à la baisse par rapport à 30 000. Le propriétaire veut vendre vite, et je me suis battu pour garder ce prix pour toi. Je voulais le croire, mais quelque chose clochait. La façon dont il parlait trop vite, la façon dont il évitait mes yeux, tout cela me rendait mal à l'aise. Mais ensuite, j'ai pensé à ma famille, à leurs moqueries, au regard déçu de mon père. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais échoué, et cette opportunité, aussi folle soit-elle, pourrait être le pari qui me permettrait de gagner gros et de faire mes preuves. Il m'a fallu 2 jours pour rassembler l'argent. J'ai emprunté à un vieil ami, lui promettant de le rembourser bientôt. J'ai également fait un prêt sur mon appartement. Finalement, j'avais les 20 000 €. J'ai appelé Julien et je lui ai dit que j'allais acheter. Super, a encouragé Julien au téléphone. Tu ne le regretteras pas, Benoît, c'est ton tournant. La vente s'est terminée rapidement. Julien m'a emmené chez un avocat spécialisé en immobilier, où l'avocat semblait pressé et posait peu de questions.
J'ai signé les papiers, j'ai remis l'argent et j'ai reçu les clés de la station-service. En les tenant dans ma main, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de peur. C'était la première fois que je possédais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Mais la joie n'a pas duré. Quand j'ai annoncé ma décision à ma famille lors d'un rare dîner de famille auquel j'étais forcé d'assister, leurs réactions ont été exactement celles que j'attendais. Mon père a éclaté d'un rire moqueur et rauque. Une station-service abandonnée, Benoît, tu es sérieux? Dans quoi as-tu jeté ton argent cette fois-ci? Ma mère a essayé d'être plus douce, mais sa voix trahissait sa déception. Benoît, tu devrais travailler pour l'entreprise de ton père. Pourquoi continues-tu à courir après ces idées stupides? Sébastien, comme d'habitude, n'a pas manqué sa chance. Benoît, je parie que cette station-service sera le cimetière de ta carrière. Tu devrais l'appeler le tombeau de Benoît. Camille gloussa en ajoutant, je te concevrai une enseigne gratuitement. Je me suis assis là, serrant ma fourchette et mon couteau, essayant de réprimer ma colère. Je voulais crier, leur dire que je leur prouverais qu'ils avaient tort, mais je suis resté silencieux, avalant ma rage et me disant que j'allais réussir. Quelques jours plus tard, je suis parti pour la station-service, une boîte à outils à la main et un soupçon d'espoir. Alors que j'entrais dans le dépanneur, l'odeur de poussière et de moisi m'a frappé. J'ai regardé autour de moi les étagères vides, les fissures dans les murs, et un sentiment de doute croissant a commencé à s'installer. J'ai payé 20 000 € pour ça, me suis-je demandé, en me demandant si Julien avait été honnête quant à sa valeur. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert la dure vérité. Un ami dans le secteur immobilier m'a révélé que la station-service était listée pour seulement 3 000 €. Je suis resté figé. 3 000 €. Avant que Julien ne m'aide à négocier, avant qu'il ne manipule les chiffres et me regarde signer les papiers avec ce faux sourire. Toute la négociation était une mascarade. Julien avait gonflé le prix de plusieurs fois, empochant la différence et exploitant ma confiance. Je me suis senti trahi. L'ami que je pensais me soutenir s'est avéré être un escroc. Je me suis tenu dans le dépanneur d'Étoile du désert, serrant mon téléphone fermement. J'ai composé le numéro de Julien. Il a sonné puis est allé directement à la messagerie vocale. J'ai essayé encore quelques fois, chaque sonnerie sans réponse comme un couteau s'enfonçant plus profondément dans ma fierté. Julien n'a pas décroché. Il avait disparu comme un fantôme dans le désert provençal, me laissant avec cette épave et un cœur plein de blessures. Je me suis affalé sur une vieille chaise dans le dépanneur, mon esprit en plein désarroi. L'odeur de poussière et de vieille huile moteur remplissait mon nez, un rappel que j'étais coincé avec cette station-service, un tas de ferraille pour lequel j'avais payé plusieurs fois sa valeur. Je me demandais à quel point j'avais été stupide de faire confiance à Julien. Il avait touché ma faiblesse, mon désespoir de faire mes preuves, ma peur du mépris de ma famille. Il savait à quel point je voulais une chance, et il s'en était servi contre moi. J'ai pensé aux fois où il riait, me tapait sur l'épaule, m'appelait de pote. Tout était un acte. Je l'avais laissé me manipuler comme une marionnette, et maintenant, j'en payais le prix. J'ai regardé par la fenêtre brisée, envisageant d'abandonner. Je pouvais vendre cet endroit pour ce que je pouvais obtenir, retourner à Marseille et supplier pour un emploi à l'entreprise de mon père. Au moins, je n'aurais plus à m'inquiéter de l'argent. Mais ensuite, j'ai pensé au regard de mon père, au sourire moqueur de Sébastien, au gloussement de Camille. Si j'abandonnais maintenant, ils auraient une raison de rire de moi pour toujours. Je n'aurais aucune once de dignité. Je me suis levé, j'ai essuyé la sueur de mon front et j'ai regardé autour de l'épave. Même si Julien m'avait escroqué, même si j'avais fait une erreur, je savais que je ne pouvais pas arrêter. Étoile du désert était ma dernière chance, et je devais me battre jusqu'au bout. Les jours qui ont suivi ont été une série éreintante de travaux acharnés. J'ai commencé par nettoyer le dépanneur, où la poussière et les toiles d'araignée avaient envahi chaque coin. Les étagères vides, recouvertes d'une épaisse couche de crasse, ressemblaient à des reliques d'une époque révolue. J'ai apporté un vieux balai, un seau d'eau et quelques fournitures de nettoyage bon marché d'un magasin voisin. J'ai récuré les sols, essuyé les derniers morceaux de verre brisés et j'ai essayé de réparer le toit qui fuyait avec des plaques de métal improvisées. Chaque coup de balai, chaque goutte de sueur qui tombait sur le sol ressemblait à une déclaration de guerre contre les doutes qui me rongeaient. La station-service Étoile du désert, fidèle à son nom, se dressait seule dans le paysage marseillais. L'autoroute A7, qui la longeait, était déserte, avec seulement le passage occasionnel d'un camion rugissant, laissant un nuage de poussière derrière lui.
J'ai commencé à me demander si Julien avait été honnête concernant l'autoroute. L'idée d'avoir été trompé, non seulement sur le prix, mais aussi sur le potentiel du terrain, me donnait des frissons. Mais chaque fois que le doute s'installait, je me disais, tu es allé aussi loin, Benoît, tu ne peux pas faire demi-tour. J'ai concentré mes efforts sur la réparation des choses, petit à petit. Les pompes à essence étaient complètement cassées, leurs tuyaux rouillés au-delà de toute réparation. Je n'avais pas l'argent pour les remplacer, alors j'ai acheté des pièces d'occasion dans une casse voisine et j'ai appris à les réparer grâce à des vidéos en ligne. Je n'avais jamais été mécanicien, mais j'ai appris vite. Certains jours, je travaillais du petit matin jusqu'à minuit, les mains et les bras couverts d'égratignures et d'huile moteur, mais je ne m'arrêtais pas. Chaque fois que je faisais fonctionner quelque chose, une pompe ronronnant à nouveau, une ampoule vacillant dans le magasin, j'avais l'impression de récupérer un morceau de la fierté que j'avais perdue. Puis, un après-midi, alors que je me battais avec une canalisation d'eau qui fuyait sous le sol du magasin, tout a changé. Cette canalisation me rendait fou depuis une semaine. L'eau suintait constamment, inondant un coin du sol, et je ne pouvais pas me permettre d'appeler un plombier. J'ai décidé de m'en occuper moi-même, même si je ne connaissais rien à la plomberie. Armé d'une clé et d'une petite pelle, j'ai commencé à creuser le sol. Le vieux sol en béton fissuré demandait des efforts pour être cassé, et j'ai dû utiliser toute ma force pour l'enlever. La sueur coulait sur mon visage, la poussière collait à mes vêtements, mais je ne m'arrêtais pas. Je devais réparer cette maudite canalisation, sinon tout le magasin se transformerait en un marais. Après des heures de creusage, j'ai entendu un bruit étrange, pas le craquement du béton, mais un bruit sec et métallique, comme si j'avais heurté quelque chose de solide. Je me suis arrêté, haletant, et j'ai regardé en bas. Sous le béton brisé, j'ai vu un panneau en bois, vieux et assombri, différent du reste du sol. Il ressemblait à une petite trappe encastrée dans les fondations. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que c'était? Une trappe, un espace de stockage secret, ou juste un morceau de bois inutile oublié sous le sol? Je me suis agenouillé, brossant la poussière et les débris avec mes mains. Le bois était fixé par des clous rouillés, desserrés par des années de négligence. J'ai pris ma clé et j'ai retiré les clous un par un, mon cœur battant à tout rompre, comme s'il essayait de sortir de ma poitrine. Lorsque j'ai soulevé le dernier morceau de bois, j'ai vu un vide sombre en dessous, un passage profond et froid menant dans l'obscurité. Une brise humide, portant l'odeur de vieux bois et quelque chose comme du vin vieilli, m'a frappé au visage. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone, son faible faisceau illuminant un escalier en bois délabré qui semblait sur le point de s'effondrer au moindre contact. Je suis resté là, hésitant. Une partie de moi voulait refermer le panneau, finir de réparer la canalisation et oublier tout ça. Mais une autre partie, la partie curieuse, celle qui avait faim de quelque chose d'inattendu, m'a incité à descendre. Les escaliers craquaient sous chaque pas, et je me suis agrippé à la rampe en bois pour ne pas tomber. Lorsque j'ai atteint le bas, j'ai levé ma lampe de poche et ce que j'ai vu m'a figé sur place. La cave n'était pas grande, peut-être 20 mètres carrés, mais elle était remplie de caisses en bois et de vieilles étagères en fer garnies de centaines de bouteilles de vin recouvertes de poussière et de toiles d'araignée. Certaines bouteilles étaient posées horizontalement sur les étagères, d'autres étaient empilées dans de grandes caisses en bois, comme si quelqu'un les avait stockées soigneusement ici puis les avait oubliées. Les étiquettes sur les bouteilles étaient décolorées, mais je pouvais encore en distinguer quelques-unes. L'encre ancienne et brouillonne laissait deviner des noms qui portaient un air de prestige, Château Pétrus, Domaine Pétrus, Laffitte Rothschild. Mon cœur s'est accéléré alors que le faisceau de ma lampe de poche balayait les bouteilles, chacune placée avec soin comme un trésor. Cette cave n'était pas un entrepôt à ferraille, c'était une chambre forte oubliée, remplie de richesses, enfouie sous la poussière du temps. Je me suis déplacé lentement, comme si j'avais peur qu'un seul mouvement brusque ne brise quelque chose de précieux. Je me suis agenouillé, j'ai ramassé une bouteille et j'ai soigneusement essuyé la poussière de son étiquette. Sous la faible lueur de ma lampe de poche, j'ai vu les mots « Château Pétrus 1921 ». Je n'étais pas un expert en vin, mais je savais assez pour comprendre que ce n'était pas du vin ordinaire. J'ai posé la bouteille, tremblant. Qu'est-ce que c'était? Comment une telle réserve de vin pouvait-elle être cachée sous le sol d'une station-service abandonnée au milieu du paysage marseillais? J'ai balayé la cave avec ma lampe de poche, comptant grossièrement des centaines de bouteilles, sans parler des grandes caisses en bois empilées dans le coin. Certaines caisses portaient des inscriptions gravées, mais je ne pouvais pas les déchiffrer dans la faible lumière. J'avais l'impression d'être tombé sur un mystère, une histoire enfouie il y a longtemps.
Je me suis assis par terre dans la cave, essayant de rassembler mes pensées. Cette station-service était abandonnée depuis des décennies, bien avant que Julien ne m'escroque pour l'acheter. Peut-être avait-elle été oubliée depuis l'époque de la Prohibition, dans les années 1920, quand la production et la vente d'alcool étaient interdites. J'avais lu des choses sur cette époque, des contrebandiers qui menaient des opérations secrètes, cachant du vin et de l'alcool dans des caves souterraines pour échapper à la police. Serait-ce l'une de ces réserves? Un endroit où les contrebandiers cachaient des vins de première qualité pour ne jamais y retourner, pour une raison quelconque? Je me suis levé, déterminé à enquêter davantage. J'ai sorti une caisse en bois, entendant le bois craquer sous son poids. À l'intérieur, il y avait plus de bouteilles, certaines encore scellées avec de la cire rouge, comme si elles avaient été embouteillées hier. J'ai ramassé une autre bouteille, cette fois-ci un domaine étiqueté 1928. J'avais entendu mon père parler d'enchères à Paris où les collectionneurs payaient des centaines de milliers d'euros pour une seule bouteille rare. Si chaque bouteille de cette cave valait autant, la réserve entière pourrait valoir des dizaines de millions. Mais alors que cette pensée allumait une vague d'excitation, une vague de doute me ramenait à la réalité. J'étais Benoît Lefebvre, l'échec, celui qui trébuchait toujours quand l'opportunité se présentait. Serait-ce juste une autre illusion? Ces bouteilles étaient-elles vraiment précieuses ou juste des faux, abandonnés parce qu'ils étaient sans valeur? Je n'en savais pas assez sur le vin pour juger moi-même, et la pensée que je me faisais peut-être des illusions me donnait des frissons. Mais je ne pouvais pas écarter la possibilité. Je suis remonté par les escaliers jusqu'au dépanneur et j'ai saisi un vieux carnet dans mon sac à outils. J'ai commencé à prendre des notes, à compter les bouteilles et les caisses, et à noter les étiquettes que je pouvais lire. Ma main tremblait en écrivant, pas à cause du froid, mais à cause d'un mélange d'excitation et de peur. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais je savais que j'avais besoin de quelqu'un de compétent pour vérifier cela. Cette nuit-là, j'ai ramené quelques bouteilles à mon appartement, les plaçant soigneusement sur la table de la cuisine comme s'il s'agissait de gemmes précieuses. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les vins millésimés, l'époque de la Prohibition et la valeur des bouteilles comme Château Pétrus et Domaine Pétrus. Ce que j'ai trouvé m'a rendu presque incapable de croire mes yeux. Un Château Pétrus 1921 s'était vendu pour 150 000 € lors d'une vente aux enchères à Paris. Un Domaine Pétrus 1928, s'il était intact, pouvait facilement rapporter 80 000 €. Et ce n'était pas juste une ou deux bouteilles. J'en avais des centaines, peut-être des milliers dans cette cave. Si même une fraction d'entre elles était réelle, la réserve entière pourrait valoir des dizaines de millions. Je suis resté là, fixant l'écran de l'ordinateur, me sentant comme si le monde tournait autour de moi. C'était l'opportunité que j'attendais depuis toute ma vie, un miracle inimaginable. Mais parallèlement à l'excitation, une nouvelle peur s'est installée. Serais-je capable de capitaliser sur cela, ou échouerais-je encore une fois, comme à chaque fois? J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et j'ai fait les 100 pas dans mon appartement exigu. J'avais besoin d'un plan. Je ne pouvais pas simplement apporter ces bouteilles à une vente aux enchères sans savoir si elles étaient réelles. J'avais besoin de trouver un expert, mais comment contacter quelqu'un sans révéler ce secret? J'avais appris ma leçon de Julien. La confiance aveugle pouvait me coûter tout. J'ai décidé de garder cela secret, du moins jusqu'à ce que je sache à quoi j'avais affaire. Le lendemain matin, je suis retourné à l'Étoile du désert avec un état d'esprit complètement différent. La cave n'était plus seulement un espace humide et délabré. C'était un trésor potentiel, une chance de changer ma vie. J'ai passé toute la journée dans la cave, inspectant chaque bouteille, chaque caisse. Certaines bouteilles étaient cassées, leur contenu longtemps séché, mais la plupart étaient intactes, leur seau de cire rouge toujours ferme. En examinant une caisse dans le coin de la cave, j'ai trouvé autre chose, un petit carnet, sa couverture en cuir en train de pourrir, coincé entre deux caisses. Je l'ai ouvert avec précaution, les pages jaunies et fragiles menaçant de se déchirer. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites détaillant des transactions, des dates, des quantités de bouteilles et une liste de noms de destinataires. J'ai réalisé que cette station-service avait probablement été un hub dans un réseau de contrebandiers il y a bien longtemps. J'ai imaginé des hommes en long manteau conduisant de vieux camions au cœur de la nuit, cachant des bouteilles sous les planchers et stockant des caisses dans cette cave délabrée. Étoile du désert n'était pas juste une station-service, c'était un morceau d'histoire, un fragment d'une époque chaotique et mystérieuse. J'ai décidé de contacter un expert en vin, mais je le ferai discrètement. J'ai fait des recherches en ligne et j'ai contacté une maison de vente aux enchères à Marseille spécialisée dans les vins anciens.
Je n'ai pas révélé de détails, disant seulement que j'avais quelques vieilles bouteilles et que je souhaitais les faire évaluer. L'homme au téléphone, d'une voix grave et professionnelle, a accepté de me rencontrer quelques jours plus tard, mais m'a demandé d'apporter quelques bouteilles à son bureau. J'ai hésité. Sortir les bouteilles de la cave signifiait risquer la divulgation, mais je n'avais pas le choix, j'avais besoin de certitude. J'ai sélectionné 3 bouteilles, un Château Pétrus 1921, un Domaine Pétrus 1928 et une autre avec une étiquette manuscrite, les emballant soigneusement dans une petite boîte en bois que j'ai trouvée dans la cave. En quittant la station-service, j'ai eu l'impression de porter une bombe. Chaque fois que ma voiture heurtait un nid de poule sur l'autoroute A7, je sursautais, terrifié que les bouteilles se brisent. J'ai conduit lentement, les yeux rivés sur la route, le cœur battant. La réunion avec l'expert en vin a eu lieu un mardi matin dans un bureau de maison de vente aux enchères au centre-ville de Marseille. Je suis entré en serrant la boîte en bois, me sentant comme si tous les regards de la pièce étaient fixés sur moi. L'homme que j'ai rencontré, Monsieur Leclerc, était un expert en vin renommé, aux cheveux argentés et aux lunettes à monture dorée. Il avait un regard perçant, comme s'il pouvait évaluer une personne entière d'un seul coup d'œil. J'ai posé la boîte sur la table, essayant de garder ma voix stable pendant que j'expliquais que j'avais découvert quelques vieilles bouteilles dans une propriété que j'avais récemment achetée. Je n'ai pas mentionné l'étoile du désert ni la cave, je ne voulais pas que quiconque en sache trop, pas encore. Monsieur Leclerc a ouvert la boîte, soulevant soigneusement chaque bouteille, examinant les étiquettes et les seaux à la lumière. Son visage ne montrait aucune émotion, mais j'ai remarqué que sa main tremblait légèrement lorsqu'il tenait le Château Pétrus 1921. Vous dites avoir trouvé ces bouteilles dans une propriété, demanda-t-il, sa voix basse mais teintée de scepticisme. J'ai hoché la tête, essayant de maintenir une expression neutre, bien que mon cœur battait comme un tambour. Après un moment, Monsieur Leclerc s'est assis, a retiré ses lunettes et m'a regardé. Monsieur Benoît, je ne sais pas où vous avez trouvé ces bouteilles, mais je peux vous dire qu'elles sont authentiques et extrêmement rares. Un Château Pétrus 1921, s'il est en bon état, pourrait facilement rapporter 150 000 € aux enchères. Le Domaine Pétrus 1928 n'est pas moins impressionnant, probablement entre 80 000 et 100 000 €. Quant à cette étiquette manuscrite, dit-il en faisant une pause, l'inspectant de plus près, il faudrait que je vérifie davantage, mais cela pourrait faire partie d'un lot spécial de l'époque de la Prohibition. Si vous avez plus de bouteilles comme celle-ci, vous êtes assis sur un trésor. J'ai senti le sang affluer à ma tête, comme si le monde basculait. Vous voulez dire? Combien? J'ai balbutié, essayant de traiter les chiffres. Ces 3 bouteilles seules pourraient rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros, dit Monsieur Leclerc, son ton aussi calme que s'il parlait de la météo. Mais si vous avez plus, comme une collection, la valeur pourrait atteindre des millions. Combien de bouteilles avez-vous de plus? J'ai hésité. Je voulais dire la vérité, que j'avais des centaines de bouteilles, des douzaines de caisses, mais le souvenir de Julien me rendait prudent. Je ne suis pas sûr, ai-je répondu, gardant mon ton vague. J'ai besoin de vérifier à nouveau, mais pouvez-vous m'aider à les évaluer et à les vendre? Monsieur Leclerc a souri, la première fois depuis le début de notre réunion. Bien sûr, Monsieur Benoît. Mais j'aurai besoin de voir toute la collection, et nous devrons le faire correctement, vérifier, évaluer et organiser une vente aux enchères. Si vous êtes d'accord, je peux contacter des collectionneurs internationaux. Ils paieront le prix fort pour des bouteilles comme celle-ci. J'ai quitté le bureau, me sentant à la fois exalté et anxieux. Monsieur Leclerc a accepté de garder l'information confidentielle, mais je savais que la nouvelle finirait par se répandre. Marseille est une petite ville quand il s'agit de grandes rumeurs. Je suis retourné à l'Étoile du désert cet après-midi-là, j'ai vérifié la serrure de l'entrée de la cave et j'ai commencé à planifier. J'avais besoin de sécuriser la réserve de vin, d'engager une équipe de sécurité et d'installer des caméras, mais je n'avais pas l'argent pour tout cela, pas encore. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé sans relâche. J'ai contacté Monsieur Leclerc, lui apportant quelques bouteilles de plus à vérifier, et il a confirmé que la plupart étaient en excellent état. Il a estimé que la valeur de la réserve pourrait atteindre 50 millions d'euros, voire plus. Ce chiffre m'a laissé stupéfait. Moi, Benoît Lefebvre, celui que ma famille appelait la honte de la lignée, j'étais assis sur un trésor qui pourrait changer toute ma vie. J'ai décidé de commencer par une petite vente aux enchères, vendant seulement 10 bouteilles pour tester le marché et récolter des fonds initiaux. Monsieur Leclerc a organisé la vente aux enchères dans un hôtel luxueux de Marseille, invitant un groupe restreint de riches collectionneurs du monde entier.
Je me tenais dans un coin de la salle, portant un costume emprunté, me sentant déplacé parmi les hommes et les femmes aux tenues coûteuses. Lorsque le château Pétrus 1921 a été mis aux enchères, l'enchère de départ était de 100 000 euros. En moins de 10 minutes, il s'est vendu pour 180 000 euros. Au total, les 10 bouteilles ont rapporté plus de 1,2 million d'euros. J'ai eu du mal à croire mes yeux en regardant les chiffres sur le contrat. Avec l'argent des enchères, j'ai commencé à transformer l'Étoile du désert en quelque chose de plus grand. D'abord, j'ai remboursé mes dettes, les prêts de mes amis, le prêt hypothécaire de mon appartement et la pile de factures qui s'accumulaient dans ma petite maison. J'ai engagé une équipe de sécurité pour garder la station-service, installer des caméras et un système d'alarme pour protéger la cave. J'ai réparé le toit qui fuyait, remplacé les pompes à essence rouillées et transformé le dépanneur en un espace moderne avec un comptoir à vin haut de gamme en son centre. J'ai sélectionné quelques bouteilles de la cave, les exposant dans des vitrines élégantes comme un petit musée racontant l'histoire de l'époque de la Prohibition. Chaque bouteille était un morceau d'histoire, et je voulais que les clients ressentent cela. Au cours des 6 mois suivants, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Monsieur Leclerc, organisant 3 autres ventes aux enchères. Au total, j'ai gagné plus de 30 millions d'euros grâce à ces ventes, un chiffre qui me donnait le vertige chaque fois que je consultais mon compte en banque. Avec cet argent, j'ai acheté plus de terrain autour de l'Étoile du désert, en me basant sur les informations concernant la nouvelle autoroute que Julien avait mentionnée. Il s'est avéré qu'au moins cette partie de son histoire n'était pas un mensonge. Début 2023, la construction de l'autoroute a commencé et les investisseurs ont commencé à lorgner la région. J'ai commencé à rêver plus grand, pas seulement une station-service, mais un petit complexe hôtelier où les voyageurs pourraient s'arrêter, déguster du bon vin et entendre l'histoire du trésor du désert. Mais alors que l'Étoile du désert commençait à briller, un nouveau défi est apparu, ma famille. Les nouvelles sur la réserve de vin ne pouvaient pas rester cachées éternellement, et bientôt, ils l'ont appris. Leurs réactions furent un mélange de choc, d'envie et d'une tentative tardive de s'immiscer dans mon succès. Je savais qu'ils me contacteraient, mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise aussi rapidement, ni d'une manière qui me laissa à la fois le cœur brisé et furieux. Ma mère m'a appelé en premier, un soir, alors que je vérifiais les nouvelles pompes à essence. Sa voix tremblait, un contraste saisissant avec son sarcasme habituel. « Benoît, j'ai entendu parler de la réserve de vin, de l'Étoile du désert. Est-ce vrai? As-tu vraiment trouvé tout ça ?» Je me tenais dans le dépanneur, serrant le téléphone, sentant la vieille colère remonter. « Oui, maman, c'est vrai. Je l'ai fait. »« Oh Benoît, je suis si fière, dit-elle, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix, comme si elle jouait un rôle auquel elle n'était pas habituée. Ton père veut te rencontrer. Nous devons en parler. Un trésor comme celui-là, tu as besoin de soutien. Lefebvre et compagnie peut t'aider à le gérer. Ramène l'Étoile du désert dans le réseau hôtelier de la famille. » J'ai laissé échapper un rire sec, sentant comme si un rocher pesait sur ma poitrine. Maman, maintenant la famille veut t'aider, après que vous tous ayez appelé cette station-service le cimetière de ma carrière, après que toi, papa, Sébastien et Camille vous soyez moqués de moi chaque fois que j'essayais de faire quelque chose. Benoît, ne dis pas ça, répondit-elle, sa voix montant comme si j'avais touché un point sensible. Nous étions juste inquiets pour toi. Ton père pense que c'est une chance pour la famille de travailler ensemble. Tu ne devrais pas faire ça seul. J'ai raccroché, refusant d'entendre plus. Les mots de ma mère n'étaient pas du soutien, c'était une tentative de contrôle, de me ramener sous l'ombre de Lefebvre et compagnie. Il n'était pas là quand j'ai récuré les sols, quand j'ai lutté avec des tuyaux rouillés, quand je suis resté éveillé toute la nuit à m'inquiéter. Maintenant que j'avais réussi, il voulait une part. Je me suis senti blessé, mais plus encore, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'eux. Étoile du désert était à moi, et je ne laisserai personne le prendre. Sébastien et Camille m'ont contacté peu après, mais pas pour s'excuser. Sébastien m'a envoyé un long SMS, commençant par des félicitations feintes. « Benoît, qui aurait cru que tu aurais autant de chance ? Une réserve de vin d'1 million d'euros, mais attention, gérer beaucoup d'argent n'est pas facile. Si tu as besoin, nous pouvons nous asseoir et parler investissement. » J'ai lu le message, sentant le sang affluer à mon visage. Chanceux ? Il pensait que tout cela était de la chance. Je n'ai pas répondu, j'ai juste supprimé le message. Camille a appelé, sa voix aussi douce que du miel. « Benoît, j'entends dire que Étoile du désert est une grande affaire maintenant. Je pourrais aider à redessiner le magasin, le rendre plus haut de gamme.
Je connais d'excellents entrepreneurs et je le ferai à prix réduit pour toi. J'ai refusé immédiatement, gardant mon ton froid. Je n'avais pas besoin de leur aide, pas quand elle venait avec des arrière-pensées aussi évidentes. La confrontation finale fut avec mon père. Il m'a convoqué dans son bureau au siège de Lefebvre et Compagnie, un endroit que j'avais évité comme une tempête. Quand je suis entré, il était assis derrière son énorme bureau, son regard n'était plus froid, mais teinté de curiosité et de respect réticent. « Benoît, dit-il, sa voix basse, j'ai eu tort de douter de toi. Cette réserve de vin, c'est un miracle. Mais tu dois comprendre une chose, quelque chose d'aussi gros est au-delà de tes capacités. Laisse Lefebvre et Compagnie t'aider à le gérer. Nous avons les ressources, l'expérience. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, pour la première fois de ma vie, sans me sentir petit. « Merci papa, mais je peux m'en occuper. Étoile du désert est à moi, et je le garde ainsi. » Il est resté silencieux, hochant seulement la tête, mais je savais qu'il n'était pas satisfait. Pour lui, tout devait appartenir à la famille, au nom Lefebvre. Mais cette fois, je n'étais plus le garçon qui essayait de lui plaire. J'étais Benoît Lefebvre, celui qui avait transformé une station-service abandonnée en un miracle, et je ne laisserai personne me le prendre. Dans les mois qui ont suivi, j'ai investi tout mon cœur dans l'expansion de l'Étoile du désert. Avec plus de 30 millions d'euros provenant des ventes aux enchères de vin, j'avais suffisamment de capital pour commencer, mais je savais que j'avais besoin d'un partenaire stratégique pour transformer mon rêve en réalité. J'ai brièvement envisagé de travailler avec Lefebvre et Compagnie, l'entreprise de mon père, mais cette idée fut rapidement écartée. Mon père ne voulait pas d'un véritable partenariat, il voulait le contrôle, pour intégrer l'Étoile du désert à l'empire familial, où je deviendrais une fois de plus une ombre sous le nom Lefebvre. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Après des années d'être moqué et douté, je voulais me tenir sur mes propres pieds, prouver que je pouvais réussir sans dépendre de ma famille. Au lieu de cela, j'ai contacté Azur Développement, une grande entreprise immobilière et de divertissement, un concurrent direct de Lefebvre et Compagnie. Azur Développement était connu pour ses projets audacieux à Marseille, des complexes hôteliers luxueux aux casinos modernes. J'ai rencontré leur PDG, Miss Claire Dubois, à la mi-août 2020, dans un restaurant chic du centre-ville de Marseille. Miss Dubois était une femme vive, aux yeux perçants et au sourire à la fois amical et calculé. J'ai présenté mon idée, un complexe de divertissement à l'Étoile du désert, comprenant un restaurant gastronomique spécialisé dans le vin, un hôtel-boutique sur le thème du désert et un petit casino inspiré de l'époque de la Prohibition, tirant parti de l'histoire de ma réserve de vin. « Benoît, je dois dire que je suis impressionné, dit Miss Dubois en sirotant son vin. Votre histoire, d'une station-service abandonnée à un trésor de plusieurs millions d'euros, est quelque chose que les clients aimeront, et l'emplacement de l'Étoile du désert, juste à côté de la nouvelle autoroute, est une opportunité en or. Nous voulons nous associer à vous. Mais êtes-vous sûr de vouloir emprunter cette voie? J'ai entendu dire que votre père n'était pas content que vous ayez refusé Lefebvre et Compagnie. » J'ai souri, essayant de masquer un soupçon de tension. « Miss Dubois, je respecte mon père, mais l'Étoile du désert est à moi. Je veux le construire à ma façon. » Miss Dubois hocha la tête, ses yeux montrant son approbation. « Je comprends. Nous fournirons le soutien en financement, conception et opération, mais vous serez celui qui dirigera. C'est votre projet, Benoît. » L'accord fut signé. Azur Développement a investi 20 millions d'euros, auxquels j'ai ajouté 10 millions d'euros personnels pour commencer la construction du complexe de divertissement l'Étoile du désert. Tout au long du processus de construction, j'ai travaillé 16 heures par jour sans me fatiguer. Chaque brique posée, chaque lumière installée était un pas de plus vers la preuve que j'étais plus que l'échec de la famille Lefebvre. Je construisais quelque chose qui m'appartenait, un héritage que personne ne pourrait m'enlever. En juin 2024, le complexe de divertissement l'Étoile du désert a officiellement ouvert ses portes. La cérémonie fut éblouissante, avec des centaines d'invités, journalistes, collectionneurs de vins et touristes. Le restaurant, baptisé le Refuge Vintage, servait des plats gastronomiques accompagnés de vins modernes, mais sa pièce maîtresse était un présentoir mettant en valeur quelques bouteilles de mon trésor, conservées dans des vitrines comme des bijoux précieux. L'hôtel-boutique de 50 chambres adoptait une esthétique moderne du désert, chaque chambre décorée avec des détails évoquant l'époque de la Prohibition. Le casino l'Étoile secrète était le point culminant, avec des tables de poker et des machines à sous conçues pour ressembler à des salons secrets, attirant à la fois les touristes et les habitants. Étoile du désert est rapidement devenue une destination renommée dans le sud de la France.
des articles l'ont salué comme le nouveau joyau du désert, et les touristes se pressaient pour prendre des photos avec l'enseigne L'Étoile du désert, entendre l'histoire de la réserve de vin et expérimenter l'atmosphère unique que j'avais créée. J'ai engagé une équipe professionnelle, des chefs aux responsables de casinos, et pour la première fois, je me suis senti non seulement comme un entrepreneur, mais comme un leader. Ma vie avait pris une nouvelle page, plus lumineuse. Je ne vivais plus dans l'appartement exigu à la périphérie de Marseille. J'ai acheté une maison spacieuse dans un quartier résidentiel calme, avec vue sur le désert, où je pouvais m'asseoir sur le porche chaque soir, regardant les lumières de l'Étoile du désert scintiller au loin. Je ne me réveillais plus avec la peur de l'échec, ni hanté par le regard déçu de mon père ou par les moqueries de Sébastien et Camille. J'ai trouvé la paix en moi, non pas grâce à l'argent ou à la célébrité, mais parce que j'avais prouvé ma valeur, pas à ma famille, mais à moi-même. Étoile du désert n'était plus qu'un complexe de divertissement, c'était un témoignage de persévérance, de foi et de la capacité à voir la valeur dans ce que les autres négligent. Je continue de rester en contact avec ma famille, mais de manière minimale. Je leur ai pardonné, mais je n'ai pas oublié les cicatrices qu'ils m'ont laissées. Mon père est toujours mécontent que j'ai fait équipe avec Azur Développement, mais il ne pouvait rien faire d'autre que de regarder mon succès de loin. Et moi, Benoît Lefebvre, je n'étais plus l'échec de la famille. J'étais celui qui avait transformé une station-service abandonnée en une icône, et je continuerai à construire mon rêve, brique par brique. C'est l'histoire de ma vie, de celui qui fut appelé la honte de la lignée Lefebvre, un échec au rêve brisé, à l'homme qui a construit l'Étoile du désert, un complexe de divertissement éblouissant dans le sud de la France, un symbole de persévérance et de croyance en soi. Et si vous me demandez conseil, je vous dirai ceci, ne laissez jamais les doutes ou les moqueries vous définir. Les plus grandes opportunités peuvent venir des endroits les plus inattendus, comme une station-service abandonnée ou une cave poussiéreuse. Croyez en vous, saisissez ces chances, et n'ayez pas peur de l'échec, car parfois, ces échecs vous mènent au trésor de votre vie. Continuez à avancer, et je crois que vous réussirez sur le chemin que vous avez choisi.